parle du génocide de Verdun, toi ça te parle. Donc la flèche viking. Voilà, donc en fait une flèche normale, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas très gros et c'est assez long quand même, ça fait à peu près 80 cm. Une flèche viking c'est un peu plus petit, mais c'est beaucoup plus gros. Parce que ça c'était utilisé pour la chasse. C'est Lindisfarne, très bonne année cette année-là. En fait c'était un raid qui a été monté par les Vikings pour se venger de Charlemagne et surtout de l'évêque de Lindisfarne qui a fait massacrer 4500 Saxons. Parce qu'ils refusaient de se convertir au christianisme. Donc en fait compte, c'est pas vraiment un raid de destruction, mais plutôt Et donc avec ça, là, comme flèche, avec cette extrémité-là, t'as transpercé une côte de maille. Ouais. D'accord. Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans! Bonjour à tous les libres païens, vous êtes bien sur Pagans TV. Donc aujourd'hui je suis en terre viking, je suis en terre normande. J'ai fait l'agréable rencontre, bon je le connais déjà depuis quelques temps, de Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment vas-tu, fils de viking? Très bien. Donc toi Laurent, tu fréquentes en fait les fêtes médiévales, tu es un spécialiste, je dirais, non seulement de l'histoire des Vikings, mais d'une manière générale de leur mode de vie, tu fabriques des objets, etc. On va en montrer tout à l'heure. Je voulais savoir, donc Laurent, qui c'est qui t'a transmis, qu'est-ce qui a fait que tu as cette passion pour tes ancêtres vikings? Ça fait très longtemps, puisque c'est après avoir vu, comme beaucoup d'enfants, des livres sur les Vikings avec leurs histoires, les raids qu'ils faisaient, le commerce, les navires qu'ils avaient. Et le mode de vie qu'ils avaient à l'époque était très intéressant, et je le savais toujours d'ailleurs. Donc c'est ça qui a fait que je m'y suis intéressé de plus en plus. D'accord. Donc, mais ça a commencé vraiment en 2005 en fait. Et toi qui fréquentes donc beaucoup, je dirais, les milieux médiévaux, des fêtes, toi tu présentes donc des ateliers spécial viking, tu es spécialisé là-dedans, c'est ça? Ouais. Oui, sur certains objets de la vie quotidienne ou les jeux qu'ils utilisaient à l'époque. Je me suis spécialisé dans l'archerie parce que ça se fait quasiment pas. Ouais, des sacrés arcs d'ailleurs. Hein. Des comme... sacrées flèches qui font mal, qui transpercent du sanglier ou même de l'ours. Hein, à mon avis, tu vas montrer. Ah oui, c'est assez impressionnant, mais c'est intéressant à fabriquer aussi. Parce que utiliser un arc et des flèches, c'est à la portée de tout le monde. Après, fabriquer son propre matériel, s'entraîner et puis après combattre avec, parce que ça sert à ça, c'est tout aussi intéressant. D'accord. Et toi, Laurent, tu te considères comme païen Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi, j'ai fréquenté quelques fêtes médiévales pour dire que y a un petit peu deux visions du monde viking et ça se ressent même dans les fêtes médiévales. On pourrait dire il y a un peu la vision païenne qui pour nous est la vision authentique et un petit peu la vision plus chrétienne. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est que les deux soient représentés, c'est assez logique puisque ça existait à l'époque. Mais des deux à choisir, je préfère la version païenne évidemment, elle est plus réaliste et même plus humaine que la version chrétienne déjà. D'accord. Et ensuite, ils avaient un meilleur état d'esprit et puis surtout, ils étaient plus égalitaires. D'accord, oui. Donc, oui, tout à fait. Ça c'est clair, ceux qui me suivent le savent. Effectivement, rien que par rapport au droit de propriété de la terre, les paysans étaient libres chez les païens. D'ailleurs, païen, ça vient de pays, de paysans. Ouais. Hein, paganus, c'est du grec, ça veut dire aussi paysan. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Toi, tu serais d'accord pour dire que finalement, le christianisme, à l'époque, c'était finalement une régression en droit pour l'homme plutôt qu'autre chose? Ah oui, bien sûr. Oui, puisque de toute façon, il leur imposait un dieu unique, donc aucun intérêt, et ils n'étaient pas du tout égalitaires puisque les femmes n'avaient quasiment aucun droit. Oui, tout à fait. Alors, donc restriction au niveau du droit des femmes et en plus les paysans qui n'étaient plus propriétaires de leur terre puisque c'était le seigneur du coup par le droit divin qui en donnait. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de la vraie raison des invasions vikings? Quand on parle du génocide de Verdun, toi ça te parle? Ouais, enfin, c'est moi, un des exemples les plus frappants que j'ai vu, et après j'en ai entendu parler avec Didier le Marchand, c'est Lindisfarne. Ouais. Très bonne année cette année-là.
En fait, c'était un raid qui a été monté par les Vikings pour se venger de Charlemagne et surtout de l'évêque de Lindisfarne qui a fait massacrer 4500 Saxons parce qu'il refusait de se convertir au christianisme. Donc en fin de compte, c'est pas vraiment un raid de destruction, mais plutôt une vengeance qu'il devait faire de toute façon, c'était normal. Mais sinon pour les autres, les invasions entre guillemets, c'est ni plus ni moins qu'à l'époque, comme beaucoup de commerçants, ils faisaient du commerce avec tous les pays qui débordaient. Mais quand le commerce marchait mal, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire des raids. Oui, tout à fait. Sachant qu'en parlant de commerce qui marche mal, justement, Charlemagne et l'Empire, de manière générale, avaient également décidé, suite au massacre de Verdun, etc., suite en fait à la décision de l'Empire de conquérir le nord de l'Europe, avaient décidé de fermer justement les ports de commerce aux Vikings. Donc les ports de commerce étant désormais fermés, et les Vikings ne pouvaient plus vendre grand-chose. Donc c'est un petit peu logique qu'ils ont dû passer à l'action finalement. Oui, oui, de toute façon, ils étaient aussi très doués pour faire des raids de courte durée. En général, un raid qui était réussi pour les Vikings, ils arrivaient assez discrètement. Si les gens étaient là ou s'ils étaient occupés ailleurs, ils en profitaient pour piller les maisons, les magasins et ils repartaient. Ils ne s'attardaient pas à faire des massacres sur place, ils n'avaient pas de temps à perdre. Oui. Et surtout, il ne fallait pas qu'ils aient de blessés avec eux parce que ça faisait du temps perdu pour s'en occuper. Oui, tout à fait. Et puis, infériorité en nombre oblige. Oui. La Scandinavie, ça a toujours été moins peuplé parce que c'est des terres, beaucoup sont gelées. Donc, de toute façon, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Ben mais bon, voilà. Donc, on est d'accord, hein, les invasions vikings sont avant tout, je dirais, une réaction naturelle de défense et de survie. Oui, et comme chez eux, l'agriculture n'était pas très développée à cause des pays. La pêche et la chasse, ça nourrissait pas suffisamment. Et quand ils étaient trop nombreux, il fallait bien qu'ils s'installent ailleurs. Oui, tout à fait. C'est aussi ces raisons-là pour lesquelles ils sont éparpillés dans les différents pays qui sont devenus l'Europe maintenant. Donc toi maintenant qui fréquentes les associations vikings et tout ça, tu te considères viking Ah oui, là, le dernier camp que j'ai fait, c'était la fête médiévale de Agneau, et j'étais le seul. D'accord. C'est quoi donc ton nom norrois? Leif. Leif, d'accord. Comme ça s'écrit t'écris ça avec des runes? Ouais. D'accord. Sur la plupart des affaires que j'ai, en fait, je les grave pour pouvoir les retrouver quand j'en ai besoin ou quand je les cherche. Donc, Et ça a une signification particulière ou... Oui, c'est celui qui a découvert l'Amérique et le Labrador. D'accord. Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge. D'accord. Donc c'est une période un peu antérieure en fait à celle que je préfère parce que c'était vers la fin du Xe siècle il me semble. Mais bon, c'est pas... Moi je préfère plus la période du 8e, 9e siècle. Oui, tout à fait. La période, on va dire, où ils étaient à fond, quoi. Oui. Puis c'était... ils n'étaient pas encore christianisés, donc ça restait très correct. Quels sont pour toi les points significatifs qui permettent de dire, voilà, ça c'est un viking, ça c'est un mode de vie viking? Pour toi, c'est quoi qui te marquent? C'est déjà mettre en avant leur qualité au sein d'une famille ou d'un groupe ou d'une communauté, soit quand ils étaient chez eux ou quand ils se déplaçaient. Puisque contrairement à ce qui est raconté, comme quoi c'était des barbares, en fait, chez eux, la notion de la famille c'était très important. La tribu. Ouais. Ils écoutaient, ils prenaient souvent conseil auprès de celles et ceux qui savaient, souvent c'était les anciens. Comme quand ils naviguaient pas au hasard, ils suivaient la route qui avait été tracée par les marins précédents. Ça, c'était la transmission des connaissances aussi. Et très jeunes, on leur apprenait aussi à écouter et puis à réfléchir par l'intermédiaire des jeux. Quand ils jouaient à réfléchir et à faire des déductions. Beaucoup de jeux de réflexion, beaucoup d'instinct, d'intuition, le respect des anciens, les vieux sages et la tribu païenne, quoi, une notion très forte. Quand tu parles de famille, finalement, c'est le concept de tribu, quoi. Oui, et puis de toute façon, c'est contrairement aux chrétiens où on leur impose un dieu unique, chez nos ancêtres, il y a des dieux et des déesses. Alors que chez les chrétiens, une femme déesse, ça serait quasiment impossible. Pourquoi? Je vois pas pourquoi. Donc, et souvent, en fait, chaque dieu et déesse a un rôle bien particulier et bien défini. Donc, suivant les besoins qu'ils avaient, à la limite, ils invoquaient tel ou tel dieu ou telle déesse. Oui, voilà. C'est-à-dire que chaque dieu représentait finalement une énergie, un aspect de la vie, quoi. Oui, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est plus intéressant. Et puis, dans ce qui représenterait un viking, en fait, c'est le sens de l'initiative. Ils ne perdaient pas de temps à discuter pendant des heures pour un sujet ou pour un résultat. Et souvent, quand ils agissaient, c'était aussi par expérience.
Donc il faisait jamais rien par hasard. Ouais. Sinon, s'il faisait quelque chose par hasard, ça se passait pas très bien. Donc Ouais. ils n'ont pas toujours été les barbares cruels qui envahissent, qui gagnent à chaque fois. Dans beaucoup de cas, ils ont perdu parce qu'ils étaient mal organisés ou mal préparés. Mais dès lors que c'était bien préparé et bien planifié, ça marchait. Que ce soit pour le commerce ou pour un raid. Hein. Et toi, t'as un dieu préféré, t'as des rites, des rituels Comme archer, le dieu Houl, puisque c'est le dieu archer chez les Vikings. D'accord. Mais bon, comme beaucoup d'autres aussi, c'est Thor et Odin. Ouais. Parce que c'est des dieux assez sympathiques. Ouais. Mais sinon, pour l'instant. Chez les archers, c'est Houl, d'accord. Oui, Ah, puisque c'est un dieu martien, enfin, aspect militaire comme Tyr et Thor, on va dire, mais plus pour les archers, c'est ça? Oui, puisqu'il est, comme de toute façon, comme tous ceux qui combattent, en fait, il faut être méthodique, organisé et assez précis, sinon Voilà. ça court la catastrophe. D'accord. Toi, maintenant, on va passer un petit peu plus au côté local, normand. Donc toi, tu es du Cotentin. Ouais. Donc le Cotentin, c'est vraiment une base viking. Hein. Ça a été l'un des bastions païens les plus résistants à la christianisation de la Normandie qui s'est fait au fil du temps. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Rollon? Que toi, d'ailleurs, et moi aussi, j'appelle plutôt Rolf le Marcheur. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur lui? En dehors du fait que ce soit le premier duc de Normandie, puisqu'en fait, il est venu au début comme beaucoup d'autres pour guerroyer, faire du commerce et puis faire des raids. Le roi de France s'est associé après avec lui pour faire cesser les massacres et les pillages en Normandie, enfin dans ce qui allait devenir la Normandie. Mais après, c'était plus vraiment un viking dans le sens viking du terme. Ouais. Donc c'est à la limite, il y en a qui disent qu'il s'est christianisé uniquement pour avoir des terres et s'installer durablement. D'autres qui ont dit qu'il a lâché le D'accord. côté viking. Parce que moi, en fait, j'ai lu d'autres livres où on raconte qu'en fait, Rollon ne s'est jamais fait baptiser et qu'en réalité, c'est plutôt Richard II, c'est-à-dire 3 ou 4 générations plus tard, que le christianisme est arrivé. Moi, c'est l'anecdote qu'on m'a racontée. Hein. On m'a dit qu'en réalité, Rolf avait accepté du coup le pacte avec donc le roi de France pour recueillir la Normandie. Mais qu'en réalité, au lieu de s'agenouiller pour recevoir un quelconque baptême devant le roi, refusant l'affront de se soumettre, Rolf le Marcheur, donc dit Rollon, Rollon c'est plutôt le nom chrétien, le nom païen c'est Rolf le Marcheur. Rolf le Marcheur qui était un grand insoumis, qui avait toujours refusé de se soumettre, même en Norvège, vers chez lui, eh bien c'était impensable pour lui de se soumettre, même pour recevoir un territoire aussi beau et vaste que la Normandie. Donc il a demandé à un de ses hommes de main d'effectuer le rituel à sa place. Donc l'homme de main arrive, on lui demande de baiser les pieds donc, du roi de France. Le viking se baisse, il commence à approcher sa tête et puis hop, il fait basculer la cheville, le pied en fait, du roi de France, qui fait que le roi de France tombe par terre et il baise la cheville mais sans s'être agenouillé quoi, si tu veux. Il s'est juste baissé pour prendre le pied et il a baisé la cheville avec le roi de France, les 4 fers en l'air. Et ça c'est l'histoire, je dirais, païenne traditionnelle que moi on m'a racontée et dans laquelle je crois beaucoup plus. Mais après effectivement il y a différents courants. Bon. La christianisation, elle est venue quand même progressivement. Je pense pas que Rollon se soit directement baptisé, ça j'y crois pas trop. Parce que quand tu reçois une terre aussi vaste, c'est que tu es en position de gagnant. Donc c'est plutôt toi qui es en position de demander à l'autre de se soumettre que l'inverse. En position de force, de toute façon, il était, même après avoir été battu à Chartres, Rolf le Marcheur a été négocié. S'il négocie, c'est qu'il a quand même une position de force. Oui, voilà. Donc après, s'il avait gagné à Chartres, disons que la Normandie se serait étalée également sur le Pays de Loire. La Normandie aurait été tout simplement plus grande. Mais disons qu'il était malgré tout encore dans il pouvait aussi compter position de domination. Oui, et puis il comptait aussi sur l'appui des autres troupes qui étaient avec lui. Donc le roi de France a bien négocié, il a bien fait parce qu'il s'est fait un allié d'un ancien ennemi. Sachant qu'en fait, après, un marché, ça peut très bien se rompre en cas de manquement à la parole. Voilà. Et manquer à la parole pour un viking, c'est terrible. Ça, de toute façon, ça s'appelle la vengeance. Donc, après les négociations, ça s'est bien passé. Puis la Normandie, jusqu'en 1933, elle s'est agrandie avec les différents départements. Donc, tout à fait. Ça a été plutôt Et justement, par rapport à cette
repaganisation de la Normandie avec l'arrivée des Vikings, avec cette scandinavisation, on pourrait dire, avec cette arrivée massive donc, de Vikings qui arrive donc, dans les années qui suivent donc cette date de 911 où Rolf prend la Normandie. Est-ce que toi tu as trouvé des indices de cette trace viking dans le Cotentin, par exemple peut-être avec les noms de lieux, etc. Ah oui, il y en a énormément, puisqu'en fait il y a beaucoup d'endroits où les noms c'est des noms d'origine scandinave, comme Jobourg, un village qui est dans la Hague. En fait, à l'époque où il a été créé, ça s'appelait Joborg. D'accord, Joborg, typiquement l'endroit. À côté de Cherbourg, il y a une ville qui s'appelle Tourlaville. En fait, à l'origine, ça s'appelait Torlagstavir. C'est un nom scandinave. Il y a beaucoup de noms comme ça en fait dans la Manche. Dans les noms de famille, c'est pareil. Les noms de famille comme Ozouf ou Turgis, c'est des noms d'origine scandinave. Ouais, tout à fait. Même la grande ville de Elbeuf, etc. Tout ce qui se termine en Boeuf, en fait, ça vient du norrois. Bon, si j'ai le temps, je vous montrerai une carte. Il y a des tas et des tas, des centaines, voire des milliers en fait, de bleds, plus ou moins grands d'ailleurs, qui sont des noms scandinaves. Donc ça prouve bien que la colonisation a été très très importante et que les Vikings se sont fortement implantés en Normandie. Toi, tu as des ancêtres vikings Je n'ai pas recherché aussi loin parce que je me suis pas trop intéressé à ça pour l'instant, puisque moi je m'intéresse à beaucoup d'autres choses aussi. Mais dans les gens que je connais, que je fréquente, il y en a beaucoup en fait, quand on les regarde à l'aspect, au physique, on se dit, oui, il n'y a pas de doute, ils sont d'origine norvégienne ou danoise. Oui, c'est flagrant dans certains cas. Quand on compare avec les Norvégiens ou les Norvégiennes, c'est exactement le même physique, le même comportement aussi. Et puis disons qu'on trouve plus de blonds en Normandie que dans le sud de la France, quoi. C'est là où aussi on voit la migration nordique, quoi. Ah oui, entre autres, ouais. Donc, mais même aussi, je crois, dans le comportement, surtout dans le Nord Cotentin, il y a beaucoup dans le comportement ou dans les attitudes, ça a beaucoup de rapport aussi en commun avec les pays du Nord. Ouais, c'est-à-dire des gens... parfois distants au début, parce qu'on se méfie, on ne fait pas trop confiance ou autre, et puis après, quand on connaît et qu'on fait confiance, après, ça se passe bien. Mais même dans la façon de faire ou dans la façon de travailler ou autre, oui, les gens très droits, c'est typique. Très sérieux. Qui tiennent leur parole, et puis... Les gens de parole, quoi. Ouais. Les gens qui ont encore une petite notion de ce que c'est l'honneur. Ce petit mot qu'on a oublié, la véritable signification. J'ai lu un bouquin de Jean Mabir, en fait, qui s'appelle, je ne sais pas si tu l'as lu, Histoire de la Normandie. Non, pas encore. Et en fait, ce bouquin-là, il est vraiment bien parce qu'il t'explique qu'en fait, quand les Vikings arrivent avec Rollon et ensuite massivement les familles qui débarquent, il y a vraiment une totale repaganisation de la Normandie, c'est-à-dire que le système féodal est mis par terre et on retrouve des paysans qui peuvent être libres, qui sont des auto-entrepreneurs, on va dire. Et puis on a vraiment un vrai retour du paganisme. Jean Mabir, il a fait une liste carrément des nombreux mégalithes de Normandie, même s'il y en a beaucoup moins qu'en Bretagne. Et puis il dit qu'il y a vraiment un retour au système païen qui était présent d'ailleurs avant en Gaule, et puis qui donc par l'appui des Vikings se réenracine donc en terre normande. Et puis finalement Guillaume le Conquérant serait en fait le premier donc descendant, qui est quand même la quatrième génération après Rolf. Ce serait lui en fin de compte qui d'un certain point de vue trahit l'esprit de ses ancêtres, puisque moi je rappelle la version de Jean Mabir et puis d'autres historiens, et qui est également la mienne, c'est que pour moi Rolf ne s'est jamais fait baptiser, qui n'a jamais trahi l'esprit païen, même si ils ont commencé à mettre un pied dans l'engrenage en fait en transmettant le pouvoir de façon héréditaire, parce que tu sais que chez les Vikings, normalement le Jarl, à sa mort, on fait élire un nouveau Jarl, ou alors il peut y avoir des combats à mort, des choses comme ça, mais c'est toujours, on va dire, soit une élection, soit au mérite que le nouveau roi, le nouveau Jarl est élu. Or, quand il a passé son accord avec Charles, le malin Rolf, il a quand même fait en sorte de transmettre le pouvoir de façon héréditaire, et ça n'est pas païen. Et malheureusement, ce premier pied qu'ils ont mis dans l'engrenage a fait que Guillaume le Conquérant, étant menacé notamment par des barons du Cotentin, c'est-à-dire de chez nous, du 50, de la Manche,
qui eux étaient encore des vrais vikings. Hein. Je rappelle que c'est quoi la ville où ils parlaient encore le norrois là, en 1000 encore, c'est-à-dire 150 ans après, en 1050, ça parlait encore que le norrois dans cette ville. C'est une ville de chez nous là, comment elle s'appelle Bayeux. Peut-être reposé. Ouais, ça m'étonne Et pas. il disait qu'en fait les barons du Cotentin étaient les plus furax en fait. Ouais. Parce que c'est là où il y avait le plus de vikings, on va dire. Et pour eux, c'est une méritocratie. Il n'y a pas moyen que Guillaume le Conquérant prenne la place héréditaire, quoi. Il n'était pas, si tu veux, au niveau. On va dire que les descendants de Rolf étaient encore, on va dire, d'une certaine prestance qui font qu'ils ont quand même pu justifier leur place. Mais il était hors de question que Guillaume prenne cette place. Pour eux, il ne la méritait pas. Et donc, il y a eu énormément d'affrontements avec beaucoup de barons donc, du Cotentin. Parce que c'était vraiment très, très viking là-bas. Je rappelle, les régions les plus vikings, c'était le Cotentin et le pays de Caux, c'est-à-dire autour du Havre. Là. Et puis, donc il y a eu des affrontements très sévères. Et en fait, là où Guillaume le Conquérant a réussi son coup pour garder le pouvoir, c'est qu'il a été le premier de la lignée à vraiment trahir l'esprit païen et à faire des pactes avec l'Église, à vraiment se rapprocher de l'Église. Il a promis la christianisation de la Normandie. Et pour ça, d'ailleurs, il n'a pas hésité à tuer, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ah oui. Oui, il réglait les différends très rapidement parce que, aussi dans sa jeunesse, moi, ce que j'en ai appris, puisque j'en ai fait un petit peu, dans la période ducale, dans sa jeunesse, il a échappé plusieurs fois à la mort parce que les autres voulaient le tuer. Alors qu'il avait à peine une dizaine d'années. Exactement. Donc, déjà très jeune, il était confronté à la violence. Oui, tout à fait, parce que c'était un héritier considéré évidemment par les vikings illégitime, et donc il était menacé. Donc ça... Quelque part, à cause de ça, on va dire, il a ensuite s'est rapproché de l'Église, ce qui fait qu'ensuite derrière, l'Église l'a aidé, c'est-à-dire, l'Église l'a aidé, c'est qui ? C'est tout ce qu'il y a autour de la Normandie, hein, tous ceux qui sont dans le régime chrétien féodal, avec les paysans qui sont des serfs. Et donc tous ces gens-là se sont ligués contre, on va dire, les barons normands, hein, les libres barons, j'ai envie de dire, hein, ceux qui voulaient un duc au mérite, quoi, un jarl même le terme de duc, on parlait beaucoup encore de jarl à cette époque en Normandie. C'était vraiment un pays nordique, païen. Et puis donc, malheureusement, Guillaume recevant l'appui au niveau quantité de tous les rois des alentours, hein, le roi de France, etc. Il a fini quand même par gagner et à vaincre les ducs, les barons du Cotentin. Mais il y a même une histoire qui est dans le livre de Mabire où il faut savoir que le roi de France, justement, qui soutenait Guillaume, a été tué chez nous, c'est-à-dire dans le Cotentin. C'est un baron contentinois qui a tué le roi de France. Je vous remettrai dans la vidéo quand je vais retrouver le nom et tout. Et donc, non, ça a été vraiment des affrontements. C'était une véritable guerre, quoi, entre d'un côté les libres païens et de l'autre côté les chrétiens, système esclavagiste féodal. Et malheureusement, encore une fois, la quantité l'a emporté sur la qualité, c'est-à-dire que l'Église, ayant à son service toutes les provinces aux alentours, a mobilisé plus de monde, ce qui fait que finalement Guillaume a fini par l'emporter. Donc Guillaume le Conquérant, symbole de la Normandie, oui, mais la Normandie chrétienne et pas de la Normandie païenne. Il a au moins eu le mérite de... Tu peux te piquer une taf ? Non, mais si tu as envie de prendre une. Oh là là, moi je suis sportif. Il a eu le mérite d'envahir l'Angleterre et de récupérer le trône qui lui revenait de droit dans l'histoire. Et les archers qui composaient l'hoste ducal, c'était souvent des vikings. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une des particularités qu'il y avait dans l'armée du duc Guillaume. Et c'est aussi pour ça que, c'est pas que grâce à ça qu'il a gagné, mais un peu quand même. Donc, on parlait norrois en Normandie jusqu'à 1050, 1100 facile. Oui, on en trouve dans le patois. Tu as des exemples de patois normands avec des mots norrois. Dans le vieux parler normand, je crois qu'il y a quelques des expressions qui ont survécu. Je ne me rappelle pas trop de certaines, puisque nous on entendait ça quand on était gamin dans les fermes qu'on travaillait, où ils parlaient c'est pas du patois, c'est plutôt du vieux normand qui daterait du 19e, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Puis on retrouve énormément de mots d'origine norroise dans tout ce qui est marin, en fait. C'est là où on voit que les vikings étaient les rois de la mer. N'importe quel... que ce soit en langue anglaise, française, allemande, la plupart du vocabulaire marin vient d'un nom norrois. Donc c'est là où on voit l'influence des vikings.
Oui, puisqu'ils sont à l'origine de la construction des bateaux à clin. Les longskips qu'ils utilisaient, en fait, ils ont inventé cette construction-là au 5e siècle déjà. Le longskip, c'est le bateau long, et puis il y a le plus large qui s'appelle le kneur. Voilà, le kneur, c'est plutôt le bateau large fait pour transporter des marchandises. Et le longskip, c'est plutôt en longueur, c'est plutôt pour transporter des guerriers ou enfin des hommes. Pour faire des raids ou de l'exploration ou des expéditions. Puisqu'il est plus rapide et puis il peut se manœuvrer à la voile comme à la rame sans problème. Donc c'est... Et il pouvait même être parfois porté sur l'épaule tellement c'était léger. Et puis bon, c'était pas pour des trips de 100 bandes, c'était pour traverser, pour passer d'une rivière à l'autre. Oui, pour des obstacles difficiles ou autres, où ils faisaient rouler sur des rondins dans certains cas, puisqu'ils ont été jusqu'à Constantinople. Donc s'ils sont arrivés jusqu'à Constantinople, ils sont passés par les fleuves et les terres. Donc, oui, tout à fait. Mais là encore, c'est pareil, ils suivaient ces itinéraires parce qu'il y a des gens qui connaissaient déjà les itinéraires et qu'ils ont suivi déjà des routes qui existaient. Ils ne sont pas arrivés là-bas par hasard. Il y a cette notion d'héritage. Hein. Les Vikings, c'est pas nouveau. On nous dit que les Vikings apparaissent comme ça au 8e siècle, mais en réalité, les Vikings, c'est les gens de la mer. Hein, et ça faisait déjà des siècles que ça existait. Hein. Ah oui, auparavant, oui, sauf que ça les hyperboréens. Oui, ils ne s'appelaient pas norvégiens, danois et vikings, mais cet état d'esprit existait déjà à l'époque. Voilà. L'héritage viking fait qu'à un moment, ils se disent on sait se débrouiller tout seul, on fait du commerce, on n'a besoin de personne, surtout pas d'un roi, même s'ils prêtent plus ou moins allégeance avec, des fois c'est juste une opportunité, rien de plus. Oui, voilà. C'est simplement, tiens, c'est opportuniste, ça peut servir, très bien, on va s'en servir. Il n'y a rien de plus par la suite. Accessoirement, ceux qui se sont fait baptiser, entre guillemets, ils n'allaient pas à l'église tous les dimanches, ils n'y étaient pas tous les jours, et chez eux, il y avait encore les dieux et les déesses vikings. Oui, voilà. Il y a ça aussi, que c'est pas parce que quelqu'un s'est converti qu'il va laisser tomber tous les dieux et déesses d'Asgard. Hein. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, oui, il y avait aussi, c'est encore cet esprit d'ouverture, ils disaient, bon, allez, je veux bien accepter Jésus, mais ils gardaient quand même les dieux et puis leurs réflexes. Et les traditions nordiques et hyperboréennes. Bien sûr, puis même des siècles après, dans certaines villes ou villages dans la Manche, il y avait quasiment personne à l'église. Oui, tout à fait. Les églises sont restées vides pendant de nombreux siècles, hein, justement. Hein, il a fallu que Guillaume le Conquérant force un petit peu les gens à se rechristianiser pour que la Normandie se rechristianise. Hein. Ils ont construit des églises fabuleuses un peu partout, justement parce que les gens ne voulaient pas y aller au départ. Donc ils ont été obligés de construire ce qu'il y avait de plus beau pour que les gens y retournent au bout d'un moment donné. Parce que même, je dirais, ceux qui étaient francs déjà à l'époque, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas vikings, ils s'étaient aussi déchristianisés pour la plupart. Hein. C'est-à-dire que tout le monde était revenu au paganisme et ils ont eu beaucoup de mal à vraiment christianiser la Normandie. Ah oui, de toute façon. Ça s'est fait bien après, quoi. Oui, donc c'est pour ça qu'en fait, l'héritage des Vikings, contrairement à ce qu'il a raconté, il existe toujours. Il disparaît pas comme ça parce que des scientifiques ont décidé. Hein. Ils ont fait des moines. Oui, oui. L'an dernier, ils ont fait une étude dans la Manche à propos d'ADN. Ils ont pioché un peu partout dans la population. Et puis ils ont décidé qu'en fait il y avait très peu de pourcentage viking. Oui, mais ça c'est qui a fait cette étude-là? Un truc qui est en dehors de la Manche. Un truc français. Des scientifiques ou autres qui n'ont rien à voir avec les vikings, donc ils avaient tout intérêt à les dévaloriser. Bon, c'est leur truc, ça les a fait plaisir. Ce qui est assez drôle, c'est que cette étude-là que tu donnes, donc, a été faite par des Français, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors l'étude faite par des Français dit qu'il n'y a pas de vikings, ou très peu on va dire, ils disent pas ça parce qu'ils peuvent pas, mais ils aimeraient bien le dire. Ils disent qu'il y a très peu de vikings. Par contre, quand tu prends un observateur neutre, moi le test ADN pour moi qui a été fait objectivement et qui est valable, c'est celui qui a été fait par les Anglais. Et là, le test anglais dit que dans le Cotentin, tu as 59% des gens qui ont des gènes vikings parmi les prélèvements. Bah oui. Donc c'est quand même un bon résultat, 60% d'origine viking en Normandie. 1000 ans plus tard, c'est plutôt positif. Mais encore une fois, on voit l'influence politique, quoi. Derrière tout ça, quoi. Malheureusement, en France, il y a un anti-paganisme, on n'aime pas tout ce qui est origine du Nord, on n'aime pas l'homme indépendant, il y en a que pour l'Orient, que pour, j'allais dire Jérusalem, non mais c'est abusé. Hein. Oui, surtout qu'à limite, et surtout on n'aime pas les hommes droits, vous voyez, on n'aime pas l'honneur en France, il faut se cacher, il faut toujours se plaindre, il ne faut pas être fort, hein. Il ne faut surtout pas être fort comme un viking, vaut mieux être...
c'est malheureux à dire, mais il vaut mieux être dans la galère, ça fait toujours mieux quand on discute avec quelqu'un. On est dans une culture, malheureusement, c'est pas la culture des Vikings quoi, en France. Hein. C'est pas le beau, le grand, le juste, le vrai. Hein. Si t'es grand et beau, bah tais-toi, hein. Sinon, on va cache-toi quoi. Faut pas faire d'ombre aux plus faibles quoi. Enfin, c'est les valeurs à l'envers quoi. Bah, c'est un peu dommage, hein, mais de toute façon, mais dans beaucoup de pays, enfin l'Angleterre, un peu, enfin également en Irlande, puisqu'il y a eu des Norvégiens qui s'y sont installés, ils ont aussi beaucoup de jeunes communes avec les Danois et les Norvégiens. Ah oui, l'Angleterre, c'est un peu une Normandie taille géante. Hein. Ouais, pour moi, parce que l'Angleterre, il y a eu des Vikings qui sont arrivés par tout l'Est, hein, le Danelaw et tout. Le Danelaw, c'est l'équivalent de la Normandie de là-bas. Et puis l'Irlande aussi, l'Irlande a été complètement colonisée par les Vikings, complètement. Hein. Il y a beaucoup de... Donc ils sont arrivés de tous les côtés, donc l'Angleterre encore plus, je dirais même que la Normandie. L'île de Man, enfin toutes les îles qu'il y a autour de l'Angleterre, de l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, ce qui est devenu la Hollande et la Belgique, c'est pareil. Ça a été, il y a eu beaucoup de traces vikings. Curieusement, en Angleterre, en Norvège et au Danemark, ils retrouvent beaucoup de vestiges vikings. En Normandie, aucune trace, aucune recherche, rien n'est fait. Il y a des archéologues, mais c'est des archéologues. On se demande ce qu'ils cherchent. Voilà, tout à fait. On voit vraiment que les institutions en France ne veulent pas entendre parler de ça, même si depuis quelques temps ils en parlent un petit peu parce qu'ils veulent relancer le tourisme. Mais c'est toujours cette fameuse version chrétienne, bon ce sont des barbares, etc. On va jamais chercher la vraie tradition. Mais il y a des indépendants qui ont fait des recherches et il y a des mégalithes en Normandie. Mais effectivement, il faut les connaître. Donc je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus prochainement parce que j'ai une liste des mégalithes. Il y en a quand même, il y en a. Mais effectivement, faut y aller quoi, pour les trouver, il n'y a rien. Après, moi je pense que c'est des recherches qu'il faut faire, ne serait-ce que pour savoir où c'est situé et ce qui existe comme vestige d'époque. Et après, effectivement, chercher dans les endroits où il y avait des densités importantes de Norvégiens ou de Danois. Et là, chercher pour trouver, il doit sûrement y avoir des choses qui restent. Parce que dans les traditions en fait, norvégiennes et danoises, par exemple, à l'arrière des maisons, il y avait un endroit qui était réservé à tout ce qu'ils n'utilisaient plus, que ce soit la vaisselle. Un passionné, qu'est-ce qu'il pense de la série, tu sais, la fameuse série télé Viking? Les paysages sont jolis et les navires sont bien faits. Il y a une partie des maisons, des objets de la vie quotidienne qui c'est vraiment parfait. Enfin, c'est quasiment la copie de ce qu'il y avait à l'époque. Par contre, pour le reste, non, c'est qu'une série américaine, rien de plus. Ça ne représente pas exactement ce qui se passait à l'époque. Le peu que j'en ai vu, ça m'a pas convaincu du tout. Et il y a des films beaucoup plus vieux qui ont été faits dans les années 50-60 qui sont un peu juste au niveau des accessoires ou du parler, mais par contre dans les vieux films c'est beaucoup plus réaliste. Oui, voilà. Parce que là c'est vrai que dans la série Viking, bon, elle est bien tournée, etc. Bon, mais après c'est encore une fois malheureusement l'histoire chrétienne qui nous est racontée, les Vikings barbares, etc. Nous on a l'habitude sur Planet TV, t'inquiète pas, on sait que c'était pas exactement ça. Moi c'est vrai que la série Viking, je dis la saison 1 jusqu'à l'épisode 6 ou 7 je crois, c'est pas mal, il n'y a pas trop de choses fausses, mais après ça devient vraiment n'importe quoi. Ok Laurent. Alors, et par rapport donc, qu'est-ce que tu penses des runes toi Laurent? C'est l'écriture qui est utilisée. La particularité des runes, c'est qu'il n'y a aucune courbe. C'est plus facile à tracer. Tout est droit. Ouais. Et chaque rune peut être utilisée, associée avec d'autres pour écrire quelque chose, transmettre un message ou simplement écrire un nom. Après, je connais une amie qui fait la lecture du passé et de l'avenir dans les runes. Donc là, ça, c'est pas à faire à la légère. Et ça se respecte d'ailleurs, comme beaucoup de choses. Mais c'est une bonne façon de transmettre quelque chose, une impression ou quelque chose d'autre. Ou aussi, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que il y a des nobles vikings, puisqu'il y en avait, qui, en l'honneur de leur femme, faisaient graver une pierre pour planter devant la porte de leur maison, en fait, en l'honneur de leur femme. Je ne crois pas qu'on trouve ça chez les chrétiens. Donc c'est aussi une fausse image des barbares qui se cassent la gueule, parce qu'en fait, ils n'étaient pas si barbares que ça.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis finalement, cette écriture faite avec des segments droits, c'était tout simplement pour que ça puisse être gravé sur des pierres, et que c'était donc beaucoup plus simple de graver sur des pierres des formes droites. Et pourquoi ils gravaient sur des pierres? C'est pas parce que c'était des abrutis qui connaissaient pas le papier, pas du tout. C'est parce qu'ils étaient supérieurement intelligents et surtout qu'ils avaient toujours cette notion de transmission Ouais. de la connaissance et de même transmettre au-delà de leur existence. C'est-à-dire qu'ils nous ont transmis à nous ces runes-là. C'est-à-dire que si on fait ces vidéos aussi aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette intelligence-là de graver ça sur des pierres. Parce que je rappelle que si ça avait été mis que dans des livres, ça aurait tout simplement été brûlé par les amis de l'église romaine. Par exemple. Voilà. Ouais, Parce que c'est quand ça. on dit aussi que les Gaulois, pareil, ne maîtrisaient pas l'écriture, faut voir qu'ils ont quand même brûlé un paquet de trucs. Et que les seules choses qu'il nous reste, ce sont les choses gravées sur des pierres. Donc la gravure sur des pierres, c'est tout simplement une intelligence qui veut transmettre à des générations futures, des siècles et même des millénaires plus tard. Oui, les connaissances ou simplement ce qui leur est arrivé, ce qu'ils ont fait. Oui, voilà, Tout et simplement. témoigner du passé, quoi. Oui, donc c'est pour ça que on en trouve aussi gravé sur de l'ivoire de morse, sur du bois pour ce qui a survécu jusqu'à nos jours. Et là encore, c'est pareil, c'est des inscriptions pour désigner un objet qui appartenait à une personne ou ce que des marins avaient découvert au cours d'un raid ou d'une expédition. Donc mais souvent, après les raids ou les expéditions, ils se réunissaient pour partager le butin déjà. Puis aussi pour échanger les avis et puis parler de ce qu'ils avaient fait tout simplement. Après, ils n'étaient pas rentrés chacun chez eux et puis à pas se retrouver. C'était tout l'inverse, au contraire. Donc pour eux, c'était très important de se réunir, quel que soit le motif. Donc et les runes aussi étaient utilisées pour transmettre énormément d'informations. Tout à fait. Et puis donc, c'était également, je dirais, une civilisation du bois. C'est-à-dire que ils construisaient surtout leurs maisons en bois, leurs villes en bois, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de traces, c'est tout simplement parce que le bois, c'est plus périssable. Et d'ailleurs, toi, on voit que tu sais le travailler, le bois. Ouais. Alors, donc, Laurent, qu'est-ce que tu, par rapport donc aux fêtes médiévales, tout ça, donc il y a pas mal de fêtes médiévales vikings, etc. Quelles seraient, toi, les fêtes que tu pourrais recommander, puis surtout à quelle fête on pourrait te retrouver toi directement, à quelle fête nos amis là, les libres païens pourraient te rencontrer, discuter de tous les sujets avec toi et puis peut-être regarder de plus près ce que tu fabriques. Là, les prochaines qu'il va y avoir, ça va être le manoir du Tourpe. C'est une fête multi-époque, mais normalement, il devrait être quelques vikings à s'y retrouver, aussi bien des artisans que des combattants. Après, c'est à quelle date, à quel endroit? La mi-juillet au manoir du Tourpe dans la Hague à Aumont-Ville-la-Rogue. D'accord. Après, à côté de Beaumont. Près de Beaumont. D'accord, dans quel département pour situer? Dans la parce que Manche. Tout le monde n'habite pas forcément dans la Manche. C'est dans la Manche, au nord-ouest de la Normandie. D'accord, ok. Et sinon, il y en a d'autres. Je vais faire celle d'Avranches qui aura lieu à la fin juillet. Et ensuite, une autre en septembre à Argence, à côté de Caen. Avranches, tout le monde s'est à peu près situé, c'est à côté du Mont-Saint-Michel. Oui, tout à fait. Avranches, côté Mont-Saint-Michel, Sud-Manche, fin juillet, d'accord. Ouais. De toute façon, je mettrai ça sûrement dans la description de la vidéo. Hein. Vous aurez ça, vous inquiétez pas. Et sinon, je fais une participation aussi, mais là, c'est plus épisodique à Marigny, à côté de Saint-Lô. Mais là, c'est à l'occasion de la fête du bois. Donc, ils font une partie viking. Et normalement, on devrait être aussi plusieurs artisans et peut-être des combattants également. Mais là, c'est plus dans le cadre d'une fête de village. D'accord. Parce que sinon, il y en a d'autres, mais malheureusement, on ne peut pas participer à toutes les fêtes. Ça serait beaucoup mieux, mais on ne peut pas être partout. D'accord. Et tout à l'heure, tu me disais en fait que, pareil, faut pas forcément se précipiter sur toutes les fêtes vikings, parce que tu disais que y a des artisans qui représentent mieux que d'autres. Tu me disais qu'il fallait faire attention que, par rapport à l'époque. Il y en a certains qui prenaient des vêtements qui n'étaient pas forcément de l'époque. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on reconnaît, je dirais, la bonne façon de s'habiller par rapport au siècle des Vikings? C'est suivant les personnages qui sont représentés. Au 8e, 9e siècle, les Vikings riches ou qui avaient fait fortune ou qui descendaient d'une famille de riches, ça se voyait sur leurs vêtements et à leur maison et puis à leurs bijoux. Un Viking de base, un pêcheur, voire un marin, avait plus des vêtements en laine ou en lin que des vêtements en soie brodée. Ça paraissait logique.
D'accord. Donc de même dans l'équipement, ils n'avaient pas tous une épée parce qu'une épée ça coûtait très cher. Donc beaucoup combattaient soit avec une lance ou un scramasax ou une hache tout simplement. Donc c'est pareil, la légende des casques à cornes, il faut oublier très très vite, hein, ils n'avaient pas de casque à cornes bien sûr. Ouais. Mais bon, ça c'est l'imagerie populaire. Mais sinon dans les fêtes actuelles, ceux qui représentent assez bien en fait, c'est souvent ceux qui ont des vêtements modestes. Et un marteau Thor avec un collier d'ambre ou quelque chose comme ça, et puis un bonnet. Et quelques broderies, mais très discrètes, ou alors du galon qui est porté sur les vêtements. Mais là, c'est pareil. Si c'est quelqu'un de modeste, le galon va être modeste également. Ouais, donc tu disais le mythe des origines du monde viking. Ouais, parce qu'en fait, c'est un ancien qui fait de l'arc-en-ciel depuis des années avec sa femme. Et quand on fait un camp, en général, on lui demande, souvent c'est quand on est autour d'un feu. Parce qu'en fait, dans beaucoup de camps, maintenant, on voit des tables gigantesques avec des tonnelles, des machins, et ça, il n'y en avait pas. Et quand on est à une quinzaine autour du feu, il raconte en fait l'histoire du monde viking. Et là, c'est nettement mieux quand même. D'accord, mais c'est pas toi qui vas nous la raconter quand même. Ah, je la connais pas assez en détail. Ouais, lui. Et donc lui, peut-être qu'on pourra le croiser bientôt. Oui, je vous donnerai ses coordonnées. D'accord. Oui, justement, après moi, si tout ça, ça vous intéresse, hein, les amis, on va essayer justement d'organiser aussi des événements synchronisés avec tous les auditeurs de Pagans TV. Et effectivement, ce serait sympa de rencontrer ce genre d'ancien qui peut nous raconter des histoires comme ça passionnantes autour d'un feu. Donc ne bougez pas, on va essayer de faire des trucs sympas dans la région. Quand j'ai fait, on fait participer le public pour du tir à l'arc, de l'archerie médiévale. Bon, là, c'était pas vraiment médiéval, mais ça y ressemblait. Les gens sont partis, ils étaient heureux. Parce qu'on les fait participer, ils ne se contentent pas de regarder. Donc c'est pareil, moi quand je leur présente les jeux, je les fais participer. Après, s'ils veulent, ils achètent pour leurs enfants, pour eux-mêmes, mais ils participent à quelque chose qui a existé en fait, et ils sentent que quand ils jouent avec ou quand ils s'en servent, c'est un peu comme ce que faisaient nos ancêtres. Mais c'est vrai que tout ça c'est super intéressant, et ce que les gens ont envie, je pense, c'est vraiment récupérer cette tradition, récupérer ces vieilles histoires, et surtout de façon orale. De façon orale, c'est vraiment magique. Bon, c'est bien de lire les livres, effectivement, c'est même essentiel de nos jours, parce qu'il y a très peu comme ça de transmission orale, mais si on peut réussir à recréer quelque chose, en retrouvant comme ça les très rares individus, j'ai envie de dire les très rares anciens, quelque part les derniers druides, on pourrait dire, ou les derniers godis qui peuvent encore nous raconter ces histoires-là, et puis ensuite nous peut-être on pourra ensuite aussi les raconter à nos petits-enfants qui pourront du coup le raconter à nouveau, et bref, essayer de faire renaître un peu plus cette tradition orale. Est-ce que tu as déjà voyagé en dehors de la France ? Non, pas pour l'instant, parce que le plus loin où on a été, c'est Salvaterra, près de Lyon. On avait présenté la bibliothèque des éditions Emdal. Donc si l'étranger vous intéresse, moi j'aimerais y partir, vous le savez depuis déjà longtemps, donc n'hésitez pas à soutenir l'association Pagans et Libres Païens. Je vous rappelle que c'est une association que je viens de créer. Donc n'hésitez pas à y adhérer, à la soutenir, parce qu'on a besoin de votre soutien pour pouvoir organiser des choses comme ça, des voyages à l'étranger. Si cette vidéo vous a plu, c'est pareil, n'hésitez pas à me soutenir, parce que l'air de rien, tout ça c'est beaucoup de temps passé, ça a un coût, et je vous rappelle que c'est fait de façon tout à fait bénévole, désintéressée. Donc n'hésitez pas donc à nous soutenir, l'association Pagans les Libres Païens, donc sur le site internet pagans.eu. Ça pourra permettre justement peut-être ensuite d'organiser avec des gens comme Laurent et avec d'autres personnes comme lui qui sont très connaisseurs, des voyages en Scandinavie, peut-être même en Islande, le pays où on était, le soleil ne se couche que 2 heures à peine. Enfin, passer des nuits magiques, quoi. T'imagines, le soleil se couche après minuit, il se relève à 2-3 heures du matin, quoi. Donc ça vaut le coup, quoi. Mais la balle est aussi dans votre camp. Oui, c'est très intéressant. Et en plus, ça casse les idées reçues sur nos ancêtres. Et souvent, en fait, quand on leur en parle, ils repartent, ils disent « Ah ben on savait pas ça, on nous a jamais appris ça. » Je dis « De toute façon, c'est les moines qui ont écrit l'histoire. Ils vont pas forcément dire « Ah oui, les Vikings c'était nos copains, on était vachement sympa avec eux. » C'est plutôt l'inverse. Et puis ils avaient plus intérêt vis-à-vis de l'Église à les dévaloriser. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont véhiculé pendant des siècles une mauvaise image. Après, quand les gens s'aperçoivent de la réalité telle qu'elle était, curieusement, ils sont beaucoup plus sympas et puis ils discutent plus facilement. Oui, mais sinon, il y a la collègue qui fait la lecture des runes. Une fois, on était à Bayeux, aux fêtes médiévales,
et on était à côté de l'entrée de la cathédrale. Et donc elle présentait les runes au public, et elle s'est fait incendier, je crois, à un moment par des mecs de l'église, le curé, je sais pas quoi. Et l'autre, il a fait se faire démonter la tête, parce que déjà, il n'avait pas lui parler comme ça. Et ça prouve vraiment que ces mecs-là, ils sont vraiment pas du tout ouverts. Mais alors, pas du tout, parce que. Ah, je suis d'accord. C'est parce qu'elle présentait les runes, ça la fout mal quand même. Donc ça prouve que malgré tout, il y a encore du chemin à faire. Ah non, mais je suis d'accord. Et effectivement, malheureusement, ce sont les moines qui ont écrit l'histoire, et puis les moines, donc, ils ont forcément calomnié, ils ont forcément fait de la propagande. Hein. De toute façon, dans toute histoire de guerre où il y a des affrontements, celui qui finit par gagner écrit l'histoire à sa façon et n'hésite pas à calomnier. Mais malheureusement, on en souffre encore. Bon, moi, j'essaie justement de démêler tout ça pour montrer la vraie culture païenne, la vraie culture nordique et même gauloise, etc. Hein, parce que tu sais que la culture gauloise est extrêmement proche de la culture viking. Mais malheureusement, il y a effectivement cette propagande qui fait que nous serions des barbares, etc. Et qui fait que justement, ça nous attire même des gens qui ne nous intéressent pas, qui sont parfois des gros bourrins qui pensent qu'on est là juste pour boire de la bière et puis pour faire les cons. Alors que c'est pas du tout ça, quoi. La culture, au contraire, païenne est beaucoup plus réfléchie que la culture chrétienne. Déjà au niveau de la cosmogonie, au niveau de la notion du divin, il y a plusieurs dieux. Bref, c'est beaucoup plus complexe. C'est un niveau supérieur sur le plan spirituel. Et en fait, tout le boulot, malheureusement, des moines chrétiens, ça a été de casser en fait tout ça et de faire croire que c'était des gros barbares avec un QI à 2 chiffres, entre guillemets, alors qu'en réalité, c'était intellectuellement supérieur. C'est beaucoup plus fin en réalité la culture païenne, la culture viking. Et justement, moi j'essaye de montrer cette réalité pour que on arrête du coup d'avoir cette fausse image de barbare qui nous amène des soucis, quoi. Alors qu'en réalité, les Vikings n'étaient pas du tout des barbares, quoi. Ah ben, pas du tout, puisqu'en fait, leur civilisation, c'était des siècles d'évolution. Ils ont continué à évoluer aussi au contact des autres. Donc après, quand la Normandie a été créée, toutes les vagues qu'il y a eu, les Hurons norvégiens dans la Manche, les Danois dans le Calvados, et ils ont modifié le paysage, quand le mode de vie a évolué, ça a changé. Ils se sont adaptés, ils ont perdu certaines de leurs coutumes, mais ils en ont gardé, et les autres ont gagné aussi avec eux. Ok, Laurent, merci beaucoup pour ton témoignage. Oui, donc, je vous invite donc à aller aux événements médiévaux où Laurent sera. Je vous mettrai la liste en bas, vous pourrez discuter avec lui, voir ses objets. Et puis, me concernant donc, et l'association Pagans et Libres Païens, donc je vous rappelle qu'on organise un repas en région parisienne dans le 78 proche de l'autoroute A13, donc pour ceux qui habitent, les Normands qui habitent à côté de la région parisienne, Rouen, etc., vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, hein, c'est plus proche pour vous de venir donc le samedi 24 juin, à partir de 16-17 h, le rendez-vous, et puis ensuite on va manger ensemble le soir. La semaine d'après, ce sera en Normandie, ce sera dans la région d'Avranches, donc complètement à l'opposé, à côté de la Bretagne, etc. Donc on fait ça pour pouvoir donc également recevoir les Bretons. Donc les Normands, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein, si vous habitez plus près de la région parisienne, vous pouvez venir le 24 juin. Et puis sinon, donc, ce sera le 1er juillet donc, dans la région d'Avranches. Il y aura beaucoup de monde aussi. Il y aura les Bretons, il y aura les gens du Pays de Loire. Et puis il y aura donc tous les Contentinois et tous les gens de Corne, bref, tous les bas normands. Hein, je pense qu'ils seront là. Hein. Donc voilà. La plupart du temps, les flèches, elles étaient adaptées à la taille de l'archer. Ouais. Plus il était grand, plus les flèches étaient longues. D'accord. Souvent, le bois utilisé, c'est du noisetier, du bois d'épine ou du frêne, parce que c'est du bois qui est souple et qui est léger. Et ensuite, la fabrication, elle est assez simple. Hein. Au départ, on prend un carré ou un morceau de bois ou une branche. Après, on taille une encoche. Et le bois est arrondi en fait pour pouvoir être utilisé. Ensuite, on colle les plumes l'une après l'autre. Et à la fin, on a ce résultat-là en fait. Et chaque extrémité des plumes est maintenue avec du boyau de porc. Et en fait, c'est du boyau de porc, carrément, d'accord. Ouais, et c'est des plumes de... Ça, c'est des plumes d'oie. Mais on peut utiliser des plumes d'autres oiseaux de volatiles qu'il y avait, mais il faut utiliser des plumes qu'il y avait à l'époque.
D'accord. On va pas prendre des plumes de dindon ou de pintade ou de bestioles qui n'existaient pas à l'époque. Faut éviter les Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est vraiment adapté à l'époque. Ah ouais. C'est que des choses d'époque. Donc la flèche viking. Voilà, donc en fait une flèche normale, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas très très gros et c'est assez long quand même, ça fait à peu près 80 cm. Une flèche viking c'est un peu plus petit, mais c'est beaucoup plus gros, parce que ça c'était utilisé pour la chasse. Ah d'accord. Donc voilà, après je vais faire des pointes en fer forgé, mais il faut imaginer une pointe qui est à peu près longue comme ça, Ouais. très dangereux. Donc après je vais les utiliser aussi. Parce que c'était des gros gibiers qui étaient chassés par Ouais. les vikings. Ouais. Et est-ce que tu veux passer les arcs qui sont à côté? Ouais. Il y en a deux, il y en a un c'est un arc d'entraînement, et l'autre c'est plus utilisé pour le combat, mais là encore c'est pareil, c'est fait avec du frêne, pour l'un des deux, et c'est... en général c'est assez grand quand même. D'accord. Voilà ce que ça donne, et... Essaye de parler un peu plus fort. ouais. Et en fin de compte, celui-là, il était utilisé. Enfin, moi, je m'en sers pour l'entraînement. Il fait à peu près 35 livres. Donc, pour ceux aussi qui connaissent l'archerie, c'est la puissance de l'arc. D'accord. Et ramené en kilos, ça fait 17,5 kg de puissance. Quand on tire, D'accord. en fait, Ça on- c'est la puissance donc, que tu peux obtenir par, on va dire, le fait de tendre quand tu tends l'arc. Ouais. Et en fait, ça fait 17,5 kg de puissance, en fait, qui percute seulement sur l'extrémité de la flèche. Donc, D'accord. sur une toute petite surface comme ça, tu as 17,5 kg. Ouais, donc ça transperce un sanglier quoi. Ah, bah oui, avec un bon équipement, ouais, ça va très loin même. Ça fait même plus que Donc 30 ça c'est un arc viking. Ça, c'est un arc normand, mais les Vikings en ont utilisé apparemment. D'accord. Et celui-là, par contre, celui-là, c'en est plus un, parce que il a été fait sur mesure aussi, celui-là. Mhm. Parce que pour avoir un bon archer, il faut avoir un arc sur mesure, sinon on n'obtient pas Ouais. toujours bon résultat. Et celui-là, par contre, il est plus gros. Celui-là, il fait 55 livres. Donc 55 divisé par 2, 27,5. voilà. Et ben, ça fait 27,5 kg de puissance sur une pointe de flèche. D'accord. Et celui-là, par contre, il est fait avec... Ouais, putain, il est grand, j'arrive même pas à le mettre dans le plan. Et Ouais, la c'est- vache, vous voyez un peu comment il est. Ouais. Et Ouais, ça, ouais. par contre, il est fait en... La hauteur, tu peux te mettre debout à côté pour voir, tiens, ce serait cool. Ouais, voilà, donc toi tu fais au moins 1m75, ouais, 1m80 facile il fait quoi. Ouais. Et c'est très pratique. Par contre, celui-là, pour s'en servir, avant de tirer, en fait, on s'échauffe avec. Et l'archer doit s'échauffer, et après, on doit chauffer l'arc. Et après, seulement, on peut tirer. Parce que sinon, si on tire dès le début avec, c'est à quoi avoir mal, ou se blesser, ou blesser l'adversaire. D'accord. Donc, mais par contre, ça, celui-là, on l'utilise qu'à partir de 30 mètres, à peu près quand on combat. Parce que si on tire trop près, je l'ai fait l'autre jour, j'ai arraché 3 mailles sur la côte de maille du combattant en face. Oh la vache. Alors, Ouais, donc après, c'est carrément trop puissant quand t'es en dessous de 30 mètres. Ah ouais. Tu tires à 15 mètres, tu exploses tout quoi. Ah ben là, il était à peu près à 10 mètres quand je l'ai tiré dessus. Et il avait un hématome, il avait 3 mailles d'arraché Ah, la sur la vache. côte de maille. Et tes flèches bien sûr ne sont pas aiguisées quand tu tires. Non, c'est... Bah non, justement. D'accord, donc en- imagine si ta flèche est aiguisée quoi. Ah ben là, oui, ça fait du dégât. En fait, les flèches qu'on utilise au combat, elles ont ce qu'on appelle un blunt. Une protection en fait en caoutchouc à l'extrémité. Et bon, tous ceux qui font Et du donc combat- avec ça là, comme flèche, avec cette extrémité là, Ouais. t'as transpercé une côte de maille. Ouais. D'accord. Donc, Donc on s'enquiquine à faire des fusils, mais finalement les arcs... Ah ben on peut faire très mal avec un arc. Hein, ça, quand on est 8 ou 10 archers entraînés et coordonnés, c'est merveilleux. Franchement, mais c'est quasiment jamais fait dans les camps parce qu'il y a très peu d'archers. Donc c'est un peu dommage quand même parce que c'est une discipline intéressante. Ça sort de l'ordinaire parce que tous les camps où on va, en fait, les lanciers, les mecs qui combattent à la hache ou à l'épée, alors c'est tous les chefs en plus. Ouais. Alors non, c'est intéressant. Mm. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait des camps où ça se termine en nocturne ou qu'est-ce qu'ils ont sur la table pour s'éclairer. Bah, en général, les gens n'ont pas encore fait trop de camps, hein, justement, ils s'intéressent à ça. Donc tu vas nous expliquer comment D'accord. faire si on va faire un premier camp. Et ben en fin de compte, ça c'est une antenne. On en a retrouvé, donc c'est Didier le Marchand qui m'en a montré D'accord. une pour avoir une idée de la fabrication. Ça c'est du chêne, ouais, c'est du chêne. Et ça c'est un morceau, la poignée c'est du D'accord. cuir noir aussi. Et donc là, ce que tu tiens dans les mains, c'est pour protéger du vent, c'est fait... C'est Allez, en fait dedans je fais des chandelles qui vont avec, donc en fait à l'intérieur il y a une chandelle en cire d'abeille, pas n'importe quoi. Et après en fait ça c'est de la vessie de porc.
Ah d'accord, ouais, je me disais bien. C'est utilisé... À l'ancienne, c'est bio C'est ça. quoi. Ouais, ah ouais, bah, c'est ce qu'il y avait sur les abat-jours dans les maisons à la campagne. Et en fin de compte, après une fois que c'est cousu dessus, ça donne ça. Donc faut savoir arracher de la vessie de porc quand on est un vrai viking. C'est ça. Donc en fait, il faut trouver un porc, le tuer et découper la vessie. Mais sinon, en fait, Voilà, et ça donne ça quand c'est dessus. Ouais. Voilà. Ouais, excellent. Donc là, celle-là, j'ai pu Comme ça, il y a beau avoir du vent, ouais, on est en éclairé. fait, ça éclaire. Et ça D'accord. éclaire. Ah, et je vois, t'as gravé 3 runes dessus là. Ouais, parce que c'est mon nom viking. D'accord. Donc c'est quoi ton nom viking? Life. Life. Mm. D'accord. Donc en fait, ce jeu-là, c'est un jeu viking qui est assez simple à utiliser. Il s'appelle Trip Trap Troll. D'accord. Donc en fait, le but du jeu, là, celui ou celle qui a les pions jaunes ou rouges, de bloquer l'adversaire. En fait, en déplaçant les pions comme ça, chacun son tour. Et à un moment, il y a des pions qui vont se retrouver comme ça. Donc là, par exemple, les jaunes sont bloqués. Ils ont perdu, c'est les rouges qui ont gagné. ont gagné. Ouais. Inversement, si on les met comme ça, les rouges ont perdu parce qu'ils sont bloqués et ils ne peuvent plus se déplacer. Ouais, c'est un jeu vraiment très intéressant, mais c'est plus un jeu d'attention. Parce qu'au bout d'un moment donné, c'est vrai qu'on comprend le truc, mais en fait, c'est un jeu vraiment d'attention et de concentration. La partie peut durer très longtemps. Ouais. Et c'est toi, je crois, qui m'avait dit qu'il jouait à ça souvent pour se préparer au combat. Parce que ça, justement, ça les exerce à la concentration de ce genre de jeu. Oui, et puis à savoir avoir des réflexes et à réfléchir et agir très vite. Voilà. Parce que si là dans le jeu, celui où c'est qui prend trop de temps à réfléchir, l'adversaire en profite, il est obligé à faire une faute et la personne a perdu la partie. Donc c'est. Mais ils apprenaient les jeux à peu près comme les enfants maintenant. À 4-5 ans, ils commençaient à jouer. Ce qui fait qu'après, quand ils avaient 8-10 ans, ils étaient vachement éveillés quand même. Ouais. Donc, et l'autre, en fait, c'est plus un jeu de. Comment ça s'appelle? Ça, c'est plus un jeu de mémoire. Et un jeu de mémoire et un jeu de réflexion. Et ah oui, d'accord, ce jeu-là? Ouais, celui-là. D'accord, ça je connais pas. La marelle. D'accord. Ah, marelle, si, ça me dit quelque chose. En français, c'est la marelle. Et en allemand, c'est Mühle. Ça veut dire le moulin. Et en français, il s'appelle aussi le moulin. En anglais, c'est Nine Main Morris. Et en scandinave, c'est Merel. Ça, c'est un motif qu'on retrouve sur beaucoup de mégalithes, hein, ce dragon là, ce serpent là. Ouais, parce on le que retrouve sur beaucoup de mégalithes même. C'est toi qui te l'ai gravé dessus je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à une prochaine fois par Odin.